Salut à tous, salut Adrien, Salut Fred, salut tout le monde. Tu vas bien Fred? ça va, je te remercie. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point avec Rouya. Rouya et Adrien, on va faire un point sur tout ce qui est tendance SEO en 2024. Parce qu'on va pas se le cacher, parfois ça pue un peu du cul. Donc, alors on va voir un peu ce qui marche pas. On va pas se mentir, hein. C'est vrai qu'en ce moment, on est sur une phase de transition qui est un peu compliquée Ouais, et il y a beaucoup de monde qui tire la langue. ouais. Ça transitionne très très fort. Avant de commencer cette vidéo, je vous encourage à checker en description les 3 nouvelles offres qu'on a sorties avec Adrien en rapport avec Ecomlinks. Voilà, ça vous permet de Illimité. faire vos backlinks illimités et ça vous permet de faire vos backlinks à un coût de jusqu'à 1 € en fonction de l'abonnement que vous choisirez. Voilà, je vous laisse regarder tout ça et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors, Adrien, allez, première bullet point. Qu'est-ce que tu penses du retour des gros domaines sur toute la partie ranking SEO? Est-ce que pour toi, c'est devenu un indispensable? Ouais, alors j'en pense du mal parce qu'effectivement, la beauté, je trouvais, de Google jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était que même avec un petit site, sans être forcément un gros, on pouvait arriver à se positionner, faire des choses. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quand même c'est compliqué. Euh, Google est perdu avec les mises à jour constantes de l'algorithme, quasiment toutes les semaines. Et c'est vrai qu'on voit des gros domaines qui remontent et pas forcément pour le meilleur. Donc pour les éditeurs de sites, c'est compliqué. Pour les gens qui font de l'affiliation, c'est compliqué. Et pour ces gros médias là qui ont beaucoup d'autorité, bah pour eux, ça leur facilite les choses. Et c'était déjà une tendance de 2023. Tu sais, le fait que, j'en sais rien, BFM ou d'autres gros sites fassent des pages sur, j'en sais rien, les aspirateurs Dyson, les machins, enfin des choses qui n'ont rien à voir pour essayer de se financer. Mais c'est vrai que actuellement, c'est compliqué. Et si on veut lancer des projets, avoir un petit domaine, c'est quand même très technique, quoi. Donc ouais, j'en pense du mal. J'espère que ça va changer. J'espère que Google va essayer de faire quelque chose. Mais bon, j'ai l'impression en fait que même eux ne sont plus trop aux commandes tu sais, de l'avion. Et ils appuient sur des boutons. Les algos doivent fonctionner, j'imagine, en temps réel. Et puis ils font des ajustements, des corrections, des machins, mais ça, enfin, d'une semaine sur l'autre, tes positions peuvent complètement bouger sans forcément savoir pourquoi. Sauf si tu regardes évidemment de voir que je sais pas qu'il y a un énorme domaine qui est passé devant toi, mais bon. Enfin, moi j'en pense, enfin, pas du bien. Je trouve ça assez préoccupant. Et mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, bah, avoir un gros domaine ou essayer de pousser son domaine pour le faire grossir en autorité, ça me paraît indispensable, surtout quelle que soit la niche qu'on travaille. Et toi, Fred? Hmm. Alors, je voulais rebondir un petit peu sur tout le nombre d'éléments que tu as soulevés. Bon, c'est vrai que le SEO, hein, tu l'as dit, enfin, il y a des choses complètement incohérentes, un peu chaotiques qui se passent. Honnêtement, on connaît les règles, hein, on sait dans quelle direction il faut partir, mais celui qui dit qu'il comprend exactement tout ce qui se passe sur les SERP, ça me semble un peu présomptueux. Donc, Mm. ça, on sait qu'il faut optimiser les sites du point de vue on-site, qu'il faut faire des backlinks, apporter de l'autorité, mais il y a tellement d'autres choses maintenant qui sont venues un petit peu enrichir la SERP, enfin les signaux qui sont venus un peu bousculer les rankings, que c'est devenu un petit peu compliqué, c'est un petit peu la merde. Et effectivement, les gros sites en profitent énormément. Et on a vécu une expérience par rapport à ça, alors qui n'a rien à voir avec le SEO, mais qui va plus avoir attrait à Discover. On a pu constater, nous, il y a quelques mois, que bon, tu prends un petit site. Alors, il y a des contre-exemples, hein, apparemment. Mm. Tu prends des petits sites sur Discover, enfin, petits sites ou gros sites expirés, Google News et tout ce qui s'ensuit, c'est incomparable. On a Ah oui? des trucs. Franchement, on a essayé un petit site, moyen site et un énorme site, un gros domaine expiré à 5000 balles. C'était sans commune mesure. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut faire des miracles avec des petits moyens? Certainement encore, mais c'est beaucoup moins Bah, possible en qu'avant, fait, quoi. pour moi, ce qui change principalement comparé à avant, c'est que avant, avoir juste un site internet qui était bien optimisé au niveau du on-site et des backlinks pouvait suffire. Aujourd'hui, c'est très compliqué si tu n'as pas un écosystème. Quand je dis un écosystème, c'est les réseaux sociaux, pour moi, sont devenus un indispensable. Toute la partie EAT de Google, de montrer pas de blanche,
d'avoir des mentions légales, des pages de contact. Enfin, toutes ces choses-là sont vraiment plus que nécessaires. Et aujourd'hui, avoir juste un site, combien même tu as 20 pages, 50 pages, 150 pages, super optimisées avec Your Text Guru, avec ce que tu veux, et en fait, c'est plus possible. Et les gens qui continuent de ne faire que ça, à mon avis, enfin, ils peuvent monter, mais je pense qu'ils vont redescendre aussi vite qu'ils sont remontés, parce qu'il faut faire un énorme travail sur tous les signaux à côté pour montrer patte blanche. Mais d'ailleurs, tiens, regarde, je posais une question poil à gratter. Toi, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu préférais avoir... Enfin, je vais donner ma préférence, puis tu vas me dire si tu es Ouais. OK là-dessus. Euh, les textes optimisés sur Textguru, et voilà, j'aime beaucoup cet outil, il n'y a pas de problème. Honnêtement, ça n'apporte aucune plus-value par rapport à ce qui existe sur la SERP de manière générale. Bien sûr, après, tu vas toujours trouver des contre-exemples. Je préfère mille fois avoir un texte optimisé avec les pieds et qui va avoir des signaux sociaux qui viennent de l'extérieur, des signaux d'intérêt, plutôt qu'un texte optimisé aux petits oignons du point de vue de la sémantique et qui n'a pas tous ces signaux extérieurs. Et je pense qu'en termes de ranking, eh bien, moi, de mon expérience, les signaux extérieurs vont beaucoup plus apporter, dont les backlinks font partie intégrante, vont beaucoup plus apporter que juste un texte optimisé, même si ça peut être il vaut mieux avoir un texte optimisé et des signaux sociaux extérieurs que Oui, pas. Mais quelque chose de mal optimisé peut ranker via des signaux périphériques. Et ce qui pour moi est légitime. complètement. Ouais. Ouais. En fait, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que avant, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait ça, hein, c'était que ton concurrent, il faisait 500 mots, toi, tu en faisais 600. Et puis, tu essayais d'optimiser. Et ça, c'était la norme du SEO. Aujourd'hui, justement en 2024, on s'aperçoit que la longueur du texte n'est plus prédominante. Et ce qui est vraiment hyper important, c'est de répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc, ça veut dire que quand tu veux te positionner sur un mot-clé, le premier truc à faire, c'est d'aller regarder la tronche de la SERP et d'aller regarder à quoi ressemblent les pages qui rankent. Et si les pages qui rankent donnent la réponse au tout début, font des textes courts et compagnie, si tu fais 2000 mots, tu vas pas ranker. Ça n'aura aucun intérêt. Donc la première chose pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que la longueur du texte, et c'est par rapport à Your Text Guru, qui est un très bon outil, mais c'est vrai que essayer d'avoir des textes qui soient optimisés au maximum, c'est plus compliqué que ça, vu que maintenant on doit comprendre l'intention et peut-être faire plus court, mais pour mieux répondre à la question. Et effectivement, je suis 300% d'accord avec ce que tu as dit sur les signaux extérieurs. On s'en est aperçu notamment là tout cet été quand on a fait tous les tests avec Discover et compagnie, où on a beaucoup joué avec ça, que alors avoir des backlinks, c'est indispensable, encore plus en 2024, parce qu'on doit avoir des sites d'autorité et compagnie. Mais c'est vrai que envoyer des signaux de trafic qui soient naturels ou artificiels, ça peut complètement changer les résultats sur une SERP. Et c'est vrai que si tu as un domaine qui est un petit peu sympa ou un petit peu connu, ou que tu as bien travaillé ton site, et que tu commences à envoyer du traf via tes réseaux sociaux ou alors du traf artificiel via d'autres outils, tu peux remonter dans les SERP parce que Google perçoit vraiment ce signal-là. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, ces signaux extérieurs sont plus que jamais indispensables en 2024. Et sans ça, pour moi, il n'y a pas de salut. Ouais. Et ça n'est que pour le meilleur, finalement. Enfin, ça fait chier tous les SEO. Enfin, je veux dire, dont Bah, on fait là, certainement partie, mais ça n'est que ouais, positif pour l'internaute. ouais, A priori. comme tu disais en poil à gratter, c'est que la vérité, bon, je vais être un petit peu cash, et puis je vais peut-être me faire insulter, mais c'est pas très grave. Mais on a longtemps été des parasites. C'est ça la vérité. Et faire le parasite, ça a suffi à une époque pour faire énormément d'argent, et puis de moins en moins. Et aujourd'hui, en fait, on nous demande de faire des sites qui soient légitimes, avec un contenu légitime, et de montrer des signaux comme quoi c'est pas, tout n'est pas pourri derrière. Donc en fait, oui, c'est pour le meilleur pour l'utilisateur, et c'est la chose normale. C'est-à-dire que la situation d'avant, de pouvoir faire ranker tout et n'importe quoi en faisant n'importe quoi, c'est ça qui n'était pas normal. Mais c'est vrai que dans nos professions, enfin nous en tant qu'indépendants qui éditions des sites parfois un petit peu avec le cul, euh, bon, forcément ça fait mal au portefeuille, mais côté utilisateur, ça me paraît tout à fait légitime et normal que ça s'ajuste comme ça. Après, Parce que ouais, vas-y, excuse-moi. tu disais avoir des textes légitimes, et j'irai plus loin. C'est quelle est la légitimité de celui qui l'a écrit. Et on Ouais, revient à tout ce qui est branding. Et voilà, peut-être cher à Laurent ouais, Bourrelli. à notre ami Laurent Voilà, Bourrelli, ouais, ouais, que, que, on en que, parle assez que l'on souvent. salue
dans ces montagnes d'Andorre. Ouais, ouais, non, c'est marrant ce que tu dis. Voilà. Ouais, complètement. Écoute, Laurent Bourrelli, enfin, il a quand même très souvent raison. On peut ne pas aimer la forme ou le personnage, enfin, peu importe, mais sur le fond, il faut reconnaître que ces histoires de branding, enfin, moi qui regarde ces vidéos comme ça un petit peu une fois de temps en temps, bah, j'ai l'impression que le mec, ça fait des années en fait qui dit ça, qui parle notamment du fait, par exemple, que ta marque, à partir du moment où tu la retrouves dans Google Trends, donc elle est devenue entre guillemets un mot-clé, bah, qu'en fait, tu as quasiment gagné la partie parce que les gens ne recherchent plus un mot-clé mais recherchent ta marque. Et c'est typiquement les tendances du SEO de 2024, c'est vraiment de développer ta marque et ton branding parce que ranker sur un mot-clé, c'est compliqué parce que tu es en face de BFM, Le Figaro, Le Monde, qui eux-mêmes sont à l'os parce que vu que c'est des médias de merde et qu'ils n'ont plus de lecteurs ni quoi que ce soit ou d'abonnés, qui sont payés que par les subventions, bah, ils font des comparatifs d'aspirateurs pour essayer de rentrer un petit peu de caisse et pour survivre. Et aujourd'hui, effectivement, le branding, c'est vraiment plus que jamais, c'est la clé. Développer sa marque, développer une identité de marque, développer une personnalité ou quelque chose comme ça, c'est vraiment la clé. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Notre bon Laurent Bourrelli avait une fois de plus raison. Alors oui, après je vais mettre des petits guillemets, c'est-à-dire que Laurent était en avance, mais parfois être en avance, c'est un problème autant que d'être en retard. Tu vois, oui, bah, faut être dans le timing. Ouais. C'est très, très important d'être dans le timing, mais fondamentalement, voilà, Lolo avait raison. Donc, on va enchaîner. Ça ouvre des opportunités quand même. On va essayer d'être un petit peu plus rapide, Adrien, parce qu'il y en a pas mal de points à aborder. Ça ouvre pas mal d'opportunités, notamment tout ce qui est parasitisme SEO. Donc, on reste dans le domaine du parasitisme. C'est du court terme, mais ça marche plutôt bien. Et il y a Romain Pirotte qui s'amuse beaucoup avec ça en ce moment. T'as suivi un petit peu, toi, Alors, écoute, je vois passer parce que je lis sa newsletter et puis je vois les vidéos YouTube passer et effectivement, bah, Romain, il fait un excellent travail. Déjà, le Black Hat, faut dire que c'est quand même un petit peu son cœur enfin, sa sensibilité. Et là, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que malgré tout ce qu'on a dit avant, eh ça crée des nouvelles failles, donc notamment le parasite SEO qui va profiter du fait qu'on puisse créer du contenu depuis des gros domaines, souvent en payant d'ailleurs. Hein. Et ça va permettre de positionner sur la SERP ces liens d'affiliation, de faire des trucs un petit peu dégueux. Alors, ça fonctionne. Si vous n'avez pas vu les vidéos de Romain Pirotte, allez les voir sur sa chaîne parce qu'il fait un travail excellentissime. Mais comme tous ces trucs-là, bon, c'est un hold-up, hein, c'est du court terme. Donc, si ça fonctionne, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on est dans une optique de faire un business pérenne, c'est toujours compliqué de parier là-dessus. Et voilà. C'est-à-dire que le plus intelligent, c'est de mettre du Black Hat au service d'un projet White Hat. Mais après, c'est facile à dire. Ouais, pas grand monde le fait, ça demande des moyens et du temps. Ouais, et puis la vérité, c'est que quand tu vois aujourd'hui le temps et tout ce que tu as besoin de faire pour pousser vraiment un projet White Hat, enfin White Hat, j'aime pas trop, parce que moi j'ai toujours été Grey Hat, je trouve que White Hat, ça pue vraiment un peu du cul, quoi. Mais quand tu fais les choses, on va dire, convenablement, et que tu essaies de faire les choses convenablement, ça prend beaucoup de temps. Si en plus, il faut que tu rajoutes une couche Black Hat derrière, tu vois, les journées, elles sont pas extensibles, quoi. Il y a un moment où tu peux pas rester devant ton PC 115 heures par jour pour faire que ça, quoi. Tu peux pas en même temps pousser des trucs à la chaîne qui vont tomber et pousser quelque chose un main project vraiment derrière. Enfin, je trouve que ça demande tellement de temps de cerveau et d'implication. Moi, en tout cas, j'ai du mal à faire plusieurs choses comme ça quand il faut être impliqué à fond. Non, mais pareil, sur papier, j'ai toujours essayé de mêler les deux. Bon, sur papier, c'est formidable, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ok, bon, on va enchaîner du coup sur la mort des sites d'affiliation tels qu'on les a connus, tels que tu en as beaucoup fait, toi, à la main aussi, en mode Jean-Jacques. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour Amazon. À la base, moi, les toutes premières formations que j'ai prises là-dessus, c'était Maximilien Labadie sur l'affiliation Amazon. Et c'est vrai que, on va dire, cet enseignement-là, pas ce que propose Maximilien actuellement, hein, parce que Maximilien est toujours dans la partie, il fait des super trucs, il n'y a pas de souci. Mais je parle vraiment d'un site où tu prends un EMD, tu fais 10, 15, 20 pages, que tu optimises avec your text guru, et puis tu essaies de tout mettre en place. Aujourd'hui, ça c'est vraiment, c'est mort et enterré.
Ça n'est plus possible. Et moi qui ai fait pas mal de ces sites-là, c'est vrai que je constate que les sites, ils meurent de leur belle mort au fur et à mesure. En revanche, pour expérimenter aussi avec ma chaîne YouTube, notamment sur les pizzas, la partie plugger une chaîne YouTube à un site d'affiliation, là par contre ça fonctionne. Ça travaille vraiment très bien de concert. Euh, Ce qui fait chier, c'est que très honnêtement, je pense que la chaîne YouTube rapporte plus que le site en lui-même. Mais le site fait quand même un point d'entrée, ça permet quand même de choper du mail. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, sur un site d'affiliation, comme sur un site de e-commerce ou comme sur n'importe quel site, la capture de mail, c'est indispensable. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred? Ah ouais, ouais, donc, carrément, c'est le seul truc qui permet enfin, l'un des seuls trucs qui permet de pérenniser on va dire, ton audience, hein. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est arrivé, bon, en fait, le but, c'est de le retenir, sinon c'est un panier percé sans fin. Et le jour où Google pète ou quelques vecteurs de trafic pètent, t'as plus rien. Donc l'email, ça reste encore, Ouais. c'est un peu vieillot, mais c'est très bien. Mais au même titre que tout ce qui est réseaux sociaux. Par contre, sur les réseaux sociaux, tu as aussi des risques quand même de perturbation, hein. Parfois, des comptes Facebook qui Oui. sont fermés. Voilà, l'email, c'est vraiment le truc en mode papa qui fait un peu moins rêver, mais qui franchement fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, tout ce qui est formation, que vous avez peut-être pu acheter si vous regardez cette vidéo-là, tous les lancements ont été faits à partir d'email, les petits leviers marketing ont été faits par email. On n'a jamais été un des champions de YouTube, ni de Facebook, ni de l'Ads, de manière générale. Ça fonctionne très très bien les mails. Ouais. Et tu vois, moi, qui ai couplé un site d'affiliation à la base sur les fours à pizza avec une chaîne YouTube, et je me suis mis à récolter du mail tard parce que c'était pas dans mon ADN, et j'étais vraiment idiot de pas le faire dès le départ. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment grâce à ChatGPT, c'est pareil, moi, le storytelling et compagnie, bon, je comprends, je veux dire, j'ai suivi des formations, des machins, et je vois les ficelles, mais écrire, c'est quelque chose qui nécessite de l'entraînement, de la répétition, et puis un certain talent pour certaines personnes. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas talentueux là-dedans. Mais c'est vrai que tu vois, avec ChatGPT aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite sur énormément de points, dont notamment la communication par email, qui est indispensable, qui est vraiment ta puissance de feu sur le net. Et c'est vrai que quand on n'est pas très à l'aise avec l'écriture, avec des outils comme ChatGPT, aujourd'hui, assez facilement, on rédige des newsletters. Alors, comme d'habitude, il faut prompter correctement, parce que sinon, ça te sort de la merde. Surtout que la qualité de ChatGPT, elle est quand même assez variable dernièrement. Mais ça permet de faire des choses quand même assez propres et d'obtenir des résultats et de s'en sortir avec un site d'affiliation. Donc voilà, concernant la mort la mort des sites d'affiliation, je dirais la forme à l'ancienne à la papa, c'est fini. Il faut trouver à développer des réseaux sociaux à côté. Je pourrais peut-être parler un jour de mon expérience YouTube parce que même si j'ai pas une chaîne, on va dire, avec des centaines de milliers d'abonnés, loin de là, ça fait quand même 2 ans et demi que je fais ça. Et donc, je vois un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants et les efforts que ça demande. Et puis voilà, parce que je vois beaucoup de SEO, en fait, que ce soit sur Twitter ou s'exprimer comme ça, qui disent ouais, tu fais un site de comparateur et puis tu ouvres une chaîne YouTube. Tu vois, comme si c'était comme Ouais. générer un texte avec TextBulker. Non, c'est la vérité, c'est que c'est pas comme ça, quoi. Donc ça fonctionne, c'est vrai, mais c'est un parcours, c'est un sacré parcours derrière. Oui, oui, après, bon, c'est intéressant, hein. J'aurais pas mal de choses sur lesquelles rebondir, mais c'est vrai que sur le papier, ça fonctionne. Ce que tu veux, enfin, de monter une chaîne YouTube et de faire un Mm. comparateur, et limite automatisé avec ChatGPT. On a un ami en commun qui s'amuse à faire ça. Bon, la vérité, c'est qu'il y a toujours des contre-exemples où ça a fonctionné du tonnerre. Bon, il est fort probable que si vous le fassiez, ça ne marche pas aussi bien. Ouais, et puis YouTube est pas toujours, par exemple, le réseau social le plus pertinent. Je veux dire, selon les niches, il vaut mieux faire du TikTok, de l'Instagram, voilà. Donc, ou même du Pinterest, qui est tellement sous-coté pour le SEO, Pinterest. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Même ça nécessiterait une émission complète. Mais Ah oui, complètement. Mais le ouais, SEO, là, si on y revient, enfin, pour le coup, je pense que enfin, regarde, je trouve que c'est un petit peu has-been, hein. Enfin, comment dire? Oh, regarde, enfin, has-been, bah, façon de parler. Moi, ça me rapporte toujours beaucoup d'argent, enfin, y compris sur mes e-commerce, etc. Mais ce que je veux dire, regarde, demain, tu as 18-19 ans. À quel moment tu vas te former, enfin, au SEO? Tu pars sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, pourquoi pas, tu vois, bah,
La vérité, c'est que pour moi, tout ça, en fait, c'est ce qui constitue le nouveau SEO. C'est-à-dire que l'ancien SEO, c'était juste un site Internet, et le nouveau SEO, c'est le site Internet plus ses à côté. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire ces à côté, ou les gérer, ou les proposer à tes clients, bah, ce que tu vas faire, en fait, tu vas faire la moitié du boulot aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, tu as encore de l'argent, bien sûr, hein, à prendre en SEO, c'est juste évident. Mais par contre, ça s'est fait grignoter à droite, à gauche. Et quel est le moyen le plus rapide et le plus facile? Je suis pas persuadé, à moins que tu sois sur quelque chose de très spécifique, que ce soit le SEO, voilà, qui soit la porte Ah d'entrée non, la plus pour moi, ouverte, hein. la meilleure porte d'entrée, c'est la publicité payante, hein, c'est le SEA. Hein. Ah, bah ça c'est certain. Ouais, Ouais. peut-être que. D'autant Ouais. plus que dernièrement, j'ai cru comprendre que Google avait confirmé, alors je ne sais pas si c'était volontairement ou involontairement, mais que les signaux du SEA influençaient le SEO. Alors, on va pas dire qu'on s'en est pas toujours douté, tu vois, c'est pas comme si c'était une surprise. Mais voilà, hein, quelqu'un qui a un budget pub un peu conséquent, il y a quand même des chances que son site y performe un petit peu plus, modulo qu'il soit fait correctement, hein, que quelqu'un qui a jamais payé un copec à Google pour faire de la pub. Hein. Ah oui, non mais clairement. Alors après, je décorerai. Décorrèlerait. Ouais, Pas facile à dire. ouais. Hein. Je décollerai. Oh putain. Bon, je distinguerai deux choses. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas parce que tu fais de la pub que tu vas être mieux placé, mais parce que Non. tu fais du trafic. Oui, là, par contre, tu vas avoir ces fameux signaux extérieurs qui vont avoir tendance à mieux te positionner. Donc après, effectivement, ce qui est bien quand tu fais de la pub et que tu es rentable ou à minima que tu es flat, bah, c'est qu'en fait, d'envoyer du trafic, ça ne te coûte plus rien. Et c'est ça qui est, c'est ce qui se passe souvent chez des gens qui font du Facebook Ads ou des choses comme ça. Ils ont des anomalies de résultats dans les SERP. Donc, c'est intéressant. Ok, Adrien, je passe à un autre petit point. Le e-commerce, donc voilà, la mort des sites d'affiliation. Ah, ça dépend lesquels après. Hein. C'est un site d'affiliation, d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais c'est souvent la mort pour moi des sites d'affiliation qui vont être liés au e-commerce et qui sont positionnés dans les SERP sur des requêtes transactionnelles où ils n'apportent aucune valeur ajoutée. Par contre, demain, tu fais un site d'affiliation, par exemple, je dis un exemple comme ça, pour vendre des formations en ligne, certainement que de toute façon, la typologie des résultats devrait être de l'éditorial normalement. Quoi. Maintenant, si tu tapes, je sais pas moi, ouais, que choisir un rouge à lèvres rouge, tu vois, ça reste quand même une requête informationnelle. Est-ce que là, les sites d'affiliation traditionnels n'ont pas encore pour moi, ils se font déglinguer par les e-commerce. Je ne sais pas si c'est. Enfin, je pense que c'est des modifications algorithmiques récentes hein, de Google, mais pour moi, les e-commerce grignotent les positions sur les sites d'affiliation. Ouais, mais un mec qui tape choisir un rouge à lèvres rouge, tu veux dire qu'il va positionner des e-commerce via des fiches produits ou des catégories? À ce moment-là, pour moi, ça ne répond pas à l'intention. C'est-à-dire qu'avec ton e-commerce, il y a toujours une partie blog dans un e-commerce qui fait partie des bonnes pratiques du SEO, mais qui généralement, cette partie blog, elle n'est pas toujours super bien faite. Mais je pense que quelqu'un qui développe bien la partie blog de son e-commerce peut aller grignoter des positions à des anciens sites d'affiliation. Parce que les e-commerce, je ne sais pas pour quelle raison, aujourd'hui, ont un espèce de boost de légitimité, on pourrait dire, sur les SERP. Et Google accorde plus de confiance au e-commerce qu'au site d'affiliation. Tu veux dire que c'est la typologie qui est mise en avant et pas forcément la nature de la page qui rentre? Je pense les deux, mais je pense que tu as plus de chances si ton site a un e-commerce et que tu as des pages informationnelles qui sont pertinentes. Je pense que tu as les chances de déloger des sites d'affiliation. Parce que tu as la légitimité du fait que tu sois un site e-commerce. Peut-être que les sites e-commerce montent beaucoup plus facilement patte blanche parce qu'ils ont des conditions générales, des mentions légales, des pages de contact, un numéro de téléphone, peut-être même une adresse sur Google Maps, des choses comme ça. Donc ouais, avoir un site e-commerce aujourd'hui, ça peut permettre de se positionner sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, sur la partie blogging, une des tendances aussi de cette année qui est plutôt pas mal, c'est de prendre ton mot-clé et plutôt que de viser, tu vois, toute la longue traîne ou les choses comme ça, c'est vraiment de faire des articles qui parlent de la problématique que résout ton produit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'en sais rien, t'as un sèche-cheveux spécialement pour les cheveux bouclés. Bon, bah, c'est vraiment de faire du contenu sur comment faire pour garder mes cheveux bouclés, mes machins. Enfin, là, c'est juste quelque chose qui me vient. Je suis pas très inspiré, mais j'espère que je me suis exprimé correctement. Plutôt que de viser des mots-clés, vraiment faire des articles sur quels sont les soucis
que résout mon produit. Et ça marche plutôt pas mal. Ok. Donc e-commerce avec le vent en poupe, ouais, non, mais ça, ouais. En même temps, encore une fois, hein, la SERP n'en est que plus assainie et plus intéressante. Hein, avoir des vieux sites dégueulasses d'affiliation, ça n'a d'intérêt pour personne. Hein. Bah, Ok. surtout si c'est vraiment des sites où le produit a jamais été testé, où tout est Et c'est fake. souvent le cas. Hein. Non, Ben mais c'est oui. souvent le cas, on va pas se le cacher. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà. Ok. Quel est pour toi là. Enfin, c'est vrai que le lien, bon, reste d'actualité bien évidemment. Par contre, et c'est vrai qu'à titre perso, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de juger de l'efficacité ou de l'effet que va avoir un lien précisément sur ton ranking. C'est très difficile de dire là je fais une action qui va apporter tel résultat. Bon, à titre perso, moi je suis plutôt sur une en fait, bon, regarde, je veux dire compliqué. Hein. Je suis pas compliqué quand je fais des liens. Comment je fais des liens? Ben, je fais des liens. C'est-à-dire que j'ai tout dit et rien dit. C'est-à-dire, je sais qu'il faut faire des liens. Je fais des liens, j'en achète, j'en pose quelques-uns sur des forums, je fais des petits échanges de temps à autre. Je ne fais pas une fixation absolue sur tel ou tel target que je vais pousser. Je fais des liens. Voilà, c'est tout. Je regarde même pas si ça a grimpé, descendu. Tu vois, je mène pas une veille assidue comme j'ai pu le faire il y a plusieurs années. Je vais dans la direction que je sais être bonne, mais sans connaître exactement chacune des ficelles dans le détail, parce que pour moi, c'est devenu beaucoup trop compliqué à analyser, surtout si tu mélanges tout ça à tous les signaux extérieurs et sur lesquels tu n'as pas la main, qui peuvent venir biaiser ton analyse. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on sait que les bonnes pratiques, c'est toujours optimisation technique, contenu pertinent et des liens. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire c'est tel lien qui a fait tel truc, on n'en sait rien. Pour autant, si tu n'as pas de lien, ton site il décolle pas et il sera pas visible. Donc, il faut faire un petit peu comme tu dis, c'est-à-dire être un petit peu comme un singe, régulièrement en faire. Et puis voilà, ça fait partie des bonnes pratiques. Par contre, à un moment, si ça va décoller, est-ce que ça va être à cause de ce lien-là ou de ce lien-là ou d'un autre signal? Ça devient compliqué, quoi. Hein. Vu que l'algo en fait change très régulièrement, qu'il y a des mises à jour en permanence et compagnie. Enfin, c'est compliqué de vraiment faire un état des lieux et de se dire bah tiens, c'est ce lien-là ou cette action-là qui a fait que. Et je suis dans la même lignée que toi. C'est une bonne pratique. Moi aussi, j'en fais. Et puis voilà. Je me dis bon, tu les as pas, ça marche pas, donc il faut le faire. Mais lequel exactement va faire que ça va être miraculeux ou lesquels? Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à savoir, quoi. Est-ce que selon toi, les critères EAT sont devenus quelque chose d'important pour le ranking de manière générale? Ouais. Pour moi, c'est sûr et certain. Enfin, faire un site sans les mentions légales, sans une page de contact, sans s'identifier ou même sans faire un balisage schéma qui soit un petit peu balèze, c'est indispensable. Le côté désespérant en fait de ce truc-là, c'est que tu peux le faire, et pour autant, ton site peut ne pas fonctionner. Encore une fois, pour une raison inconnue. Alors ça fait partie des mystères de Google. Il y a même des gens, je voyais ça sur Twitter, et je trouve pas ça déconnant comme idée, qui parlent de la durée de vie d'un nom de domaine, tu vois. Comme si ton nom de domaine, au bout de 3 ans, genre il était mort et enterré. Et tu prends exactement ton même contenu, tu le refous sur un nouveau nom de domaine, et paf, le truc, ça repart. Donc moi oui, tous ces critères-là sont indispensables. Et aujourd'hui, si tu veux monter un projet, un site, quel que soit le site, que ce soit un e-commerce, une affiliation, tout ce que tu veux, tu dois répondre à ces critères-là au minimum. Mais pour autant, ce ne sera pas suffisant pour faire. Enfin, c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. Mais si tu les as pas, c'est sûr que ça va pas marcher, quoi. Voilà. Ouais, je pense exactement ce que tu viens de dire à la fin, c'est-à-dire que c'est un prérequis, mais c'est pas une garantie. Ouais. Bon, après, bien sûr, vous trouverez toujours des contre-exemples, hein, mais bon, après, encore une fois, hein, c'est une bonne chose. C'est la fin des garagistes du web. Un peu. Voilà. Ok. Mais voilà, il reste encore des petites techniques, comme on va l'évoquer là tout de suite. Sur l'envoi de trafic artificiel. Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que pour toi, ça peut faire une différence sur le ranking? Moi, je suis convaincu. Hein.
C'est d'ailleurs, vous pouvez faire des tests, hein. Vous prenez une page sur laquelle vous butez un petit peu, vous avez fait des liens, vous avez optimisé le contenu, vous avez vérifié l'intention de recherche, vous avez peut-être même raccourci votre contenu, vous avez mis des photos uniques, des machins. Ça pousse pas, ce qui est désespérant, hein. Et puis, vous envoyez du trafic dessus, naturel ou artificiel, et vous regardez, et il y a des chances pour que ça bouge, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais on l'a constaté à plein de reprises, hein. C'est Ouais. vraiment, c'est presque, j'ai envie de dire à 95%, ton article il bouge, hein. Ouais. C'est indéniable. C'est même fou à quel point ça bouge vite. Bon, ça Ouais, peut ouais. retomber assez vite, hein, Mais mais c'est ça aussi. C'est ce que j'allais dire. La contrepartie du truc, c'est que vu que j'ai l'impression qu'il arrive à mieux juger en fait ces pics-là et ces descentes, et tu peux monter très vite, mais tu peux redescendre très vite. Et on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que si tu as des réseaux sociaux légitimes qui envoient du trafic vers ton contenu, tu auras plus de chances de rester en haut. Si tu le fais ponctuellement, tu vas monter, mais tu risques de redescendre. ouais, ouais, clairement. Mais c'est vrai que, je sais pas, dans des cas de figure où tu fais vraiment quelque chose d'intéressant et que tu te sers un petit peu de cette magouille pour avoir plus de visibilité, bah, a priori, si tu veux, ça ne va être que positif. Et là, par contre, ça peut se stabiliser. Mais là, c'est toujours pareil, hein. Si tu fais quelque chose d'intéressant, ça se passe plutôt bien. Sinon, c'est plutôt court terme. Ouais. Euh, ouais, on en revient. Tiens, quels seraient pour toi les axes de travail pour que ta marque devienne un mot-clé? Bah, C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment le branding, hein, comme on parlait. Donc, une marque, un logo, une présence sur les réseaux sociaux, et puis essayer d'avoir une identité, une personnalité. C'est pas toujours facile, hein, de faire ça, hein, Et d'essayer non. de parce que bon, déjà, on n'a pas forcément envie de montrer son visage, chose que je peux comprendre, hein. On a envie de rester tranquille, anonyme. Peut-être qu'on est gêné. Peut-être que, c'est pas facile de montrer sa gueule comme ça en vidéo parce il y a des conséquences derrière. Et puis il y a les remarques des gens, il y a tous ces trucs-là. Et puis ça met du temps avant de parler, d'être à l'aise devant une caméra. Mais si on peut, alors le personal branding, incarner sa marque avec son personnage. C'est super parce que ça peut permettre d'aller plus vite, mais la contrepartie, c'est que si tu veux faire un exit et que tu veux revendre ton business après et qu'il est accroché à ton image, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, monter une marque, même sans forcément avoir sa gueule, euh, ouais, pour moi, c'est la meilleure stratégie en 2024. Et donc, c'est site internet plus réseaux sociaux. Mais tu vois, pour moi, du coup, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. C'est un petit peu la fin du SEO, mais du SEO du point de vue, tu vois, de la personne telle qu'on l'a connue ces dernières années. Pourquoi? Parce que finalement, faire du branding, être présent sur les réseaux sociaux, faire un peu de montage vidéo, faire un peu de montage photo, faire un peu de copywriting, Mm. et peut-être pourquoi pas faire un petit peu d'ads. T'es plus du tout dans le cas de figure où tout seul derrière ton écran en mode Jean-Jacques, tu arrives à faire des miracles. Pour Bah, faire tout ça de manière tu, correcte, ouais, ça tu demande peux quand en même. fait. Ouais, c'est Ouais, compliqué, franchement, de tout alors, entremêler. Ça demande alors, plus de travail, c'est pas la même chose. ouais, alors c'est ça. Pour moi, en fait, le principal facteur qui va faire que les gens vont pas y arriver, c'est le temps. Parce que, Ouais. par exemple, bon, sur TikTok, tu peux percer extrêmement vite. Genre, tu peux être personne et faire des centaines, voire des millions de vues du jour au lendemain. Mais ces vues n'ont pas la même valeur, par exemple, que sur YouTube. Et si tu veux t'inscrire dans la durée, c'est-à-dire monter une marque, ça veut dire la faire connaître, etc., etc. Et cetera. Et ça demande du temps. Et je pense que ce qui est compliqué pour les gens qui sont ou qui étaient indépendants, c'est que justement, pendant tout ce temps où tu travailles, bah, tu n'as pas forcément des revenus qui rentrent. Et concilier par exemple une activité salariée à côté du fait de monter une marque ou un truc comme ça, bah, ça demande énormément de courage et de détermination. Et tout le monde n'en est pas capable. Et puis, je parle même pas quand en plus, tu as des gamins que tu dois aller chercher à l'école, machin et compagnie, où là, ça rend les choses très compliquées. Mais pour moi, la principale difficulté, alors, c'est sûr, il faut travailler, mais c'est surtout le temps. Parce que pour faire un projet comme ça, de monter une marque et compagnie, que ce soit un petit peu pérenne, bah, il te faut quand même un minimum de temps. Et ça, tu peux pas faire grand-chose pour accélérer le temps, quoi. Tu peux payer des gens pour aller plus vite, mais bon, il y a des facteurs que tu peux pas compresser, quoi. Ouais, je terminerai sur une petite analyse globale, c'est que avant le SEO pouvait être une finalité en soi. C'est-à-dire que tu pouvais n'être qu'un SEO et très bien en vivre sans pour autant être un prestataire. Complètement. Ouais. Voilà.
là maintenant, le SEO est à la place à laquelle il aurait toujours dû être, parce que c'est juste devenu un outil parmi ta boîte à outils. Et Ouais. voilà, tu es sur un aspect technique d'un segment de visibilité, et en fait, ça ne va pas plus loin, quoi. Enfin, c'est mon analyse a posteriori. Non, non, je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que le site internet a perdu de sa superbe. Et d'ailleurs, j'avais noté là que 40% des utilisateurs de TikTok aux États-Unis l'utilisent pour des recherches informationnelles. C'est-à-dire que on est Euh, presque des dinosaures à l'ancienne. Tu lances Google, tu tapes ton truc, ta recherche et tu regardes les résultats. ouais. Là, de plus en plus, les jeunes, voilà, ils recherchent des infos, par exemple sur TikTok. Ça paraît fou, mais c'est la tendance, quoi. Ce Donc, qui paraît complètement fou, parce que voilà la gueule de ceux qui te renseignent derrière, quoi. Enfin, je veux dire, en termes ah oui, d'autorité. ouais. Ah ben Mais, complètement. c'est l'avenir, hein. Mais, mais l'algo de TikTok n'a rien à voir avec l'algo de Google et les modifications qu'annonce Google avec notamment SGE, donc le changement vraiment de la recherche sur Google. En fait, Discover préfigure SGE, c'est un fonctionnement à la TikTok. C'est-à-dire que la recherche à l'ancienne, c'était rechercher un mot-clé, avoir des résultats. La recherche de 2024, c'est lancer ton support, que ce soit TikTok, YouTube ou ce que tu veux, et on va te proposer à l'avance des sujets qui pourraient t'intéresser. C'est-à-dire que tu sais même pas ce que tu recherches, qu'on va te proposer des choses. Et toi, comme un singe, tu vas cliquer. Et c'est un petit peu le sens de la recherche du futur. Bon, il y a un côté un peu désespérant, mais aujourd'hui, soit on s'adapte, soit on meurt, quoi. Ouais. Ah oui, c'est terrible. Bah, du coup, ça fait un petit tremplin vers Discover. Bon, encore une fois, bon, nous, on a fait pas mal de Discover finalement cet été, hein. On a fait pas Mmh. mal de R&D. Beaucoup testé, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On n'a pas Bon, chômé, avec hein. Non, on n'a pas chômé. C'était un peu comment dire, c'est un peu mitigé, hein, comme expérience. C'est-à-dire que, en fait, être sur Discover et faire de l'argent sur Discover, c'est deux choses radicalement différentes. Ah C'est-à-dire oui. faire un pop à 100, 200 visiteurs en simultané, ça nous monter à quoi? 30, 40 000 visiteurs par jour. Bon, Mmh. si derrière tu monétises avec AdSense, bon, bah, c'est gentil, quoi. C'est gentil. Donc, bah, pourtant, on peut dire qu'on a fait du Discover, qu'on était bien sur Discover. C'était quand même des pop qui étaient, entre guillemets, significatifs, tu vois. C'était pas non plus complètement des brindilles. Mais voilà, on n'a pas. C'est Ouais. pas. Pour moi, il y a une part trop aléatoire sur Discover. Alors, il y a Ah, des de gens, ouf. hein, qui performent bien en France, hein, on les voit sur Twitter. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on les voit en dents de scie. Il y a des fois où ils arrivent et ils présentent des screenshots hallucinants, et puis il y a des fois, pendant des mois, tu les entends pas. Mais je pense parce que justement, la vérité, c'est encore une fois, on sait à peu près quels sont les ressorts pour Discover, mais tu jettes une pièce en l'air, quoi, hein. Tu peux avoir un site qui fonctionne, et puis après il tombe, et puis 3 mois après il refonctionne, et machin. Et aujourd'hui, mine de rien, pour jouer, enfin, nous, sur les tests qu'on a fait, ça fonctionnait mieux quand même avec des gros domaines plutôt qu'avec des plus petits domaines, hein. On va Ouais, pas se le c'était cacher. incomparable même. Enfin, Voilà. vraiment, franchement. C'est notre expérience, hein. Et c'est vrai que des personnes qui peuvent avoir 2, 3, 5, 10, 50 Google News pour faire du Discover, bah, ils se comptent en fait sur les doigts d'une main. Et d'ailleurs, enfin, chapeau à ces personnes qui font ça parce que c'est une vraie technicité, c'est un vrai boulot. Enfin, les mecs ont industrialisé le process et c'est extrêmement lourd à faire parce qu'il y a beaucoup de petites choses à faire. Et les gens qui gagnent leur vie avec ça, franchement, chapeau. Mais c'est vrai que compter sur Discover, enfin se dire en 2024, allez, je prends ma bite et mon couteau et puis je vais faire du Discover et je vais gagner ma vie. Moi, je te dis bonne chance, quoi, hein. En revanche, Bon chance. Ouais. ouais, en Ouais. revanche, avoir un e-commerce ou un site d'affiliate ou peu importe et le faire rentrer dans Discover et on va dire profiter de Discover pour faire fonctionner son site, ça c'est, je pense que c'est sous-coté et c'est très malin. Mais c'est vrai que mine de rien, ça demande un effort au moins organisationnel qui est somme toute conséquent, hein. Bah oui, ouais, on a pu tester, hein. Bon, franchement, bah ouais, carrément, hein, tout ce qui est e-commerce couplé à Discover, c'est là pour le coup, je reprends espoir, tu vois, par rapport à Discover. Pourquoi? Parce que tu as des marges qui sont significatives, et du coup, tu n'as pas besoin de faire des pics de trafic à 100 000, 200 000 pour te Mm. sortir 200 euros dans la journée. Voilà, si tu tapes les 10, 20, 30 000 avec une page avec un appel à l'action qui est tourné vers un produit e-commerce, tu peux très vite faire des journées à 1000, 2000 euros sans trop de difficultés. Après, bon, il n'y a pas besoin d'avoir un e-commerce derrière, en fait, hein, fondamentalement. Non. Tu peux faire des pages de vente
directement avec des produits que tu trouves Ouais, chez AliExpress. Hein. complètement. Ça fonctionne bien. Par contre, après, voilà, en fait, la difficulté, c'est que chaque jour, tu es obligé de répéter t'es obligé de générer ton article, t'es obligé de faire une page de vente pour ton produit, voilà, et puis t'es obligé de pousser. Enfin, mais c'est tous les jours et peut-être même plusieurs fois par jour. Donc c'est ça qui est un petit peu. C'est ce que je disais en fait. Il y a une organisation, il y a une logistique derrière qui est lourde. C'est-à-dire que comprendre comment ça fonctionne, c'est facile entre guillemets. Enfin, quand je dis c'est facile, c'est que il y a des règles à savoir, mais n'importe qui peut les apprendre. Par contre, la régularité, c'est la difficulté dans Discover. Se dire, je vais faire, je sais pas, même si c'est 1 ou même si c'est 3 ou même si c'est 5, mais les faire tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Putain, en fait, faut être organisé, quoi. Faut être organisé. Surtout qu'il y a des fois ça fonctionne, il y a des fois ça fonctionne plus. Enfin, faut pas lâcher le bout. Donc, parce que mine de rien, même si aujourd'hui avec l'IA et compagnie, tout ça coûte énormément moins cher, bah ça reste quand même un poste de dépense. Hein. Et puis, on peut pas tous se permettre de claquer des euros et 2 euros dans un projet qui fonctionne pas et de se dire, bah peut-être dans 3 mois ou dans 6 mois, le truc ça va décoller, quoi. Donc ouais, Discover. Ouais. Ouais, en complément de Discover, juste pour terminer là-dessus, ben voilà, à nouveau, il y a la partie e-commerce et il y a aussi la partie capture d'email qui fonctionne vraiment très bien. On avait fait un petit test avec Adrien, je crois que l'article popait assez fort, mais en 10 minutes, on avait ramassé 36 mails qualifiés sur la thématique d'un article donné. Donc, et même pour revenir à l'affiliation, moi j'avais profité de Discover sur les périodes de Black Friday par exemple, où j'avais testé. Ah, ouais. Et avec l'affiliation, pour le coup, là, ça fonctionnait bien. Parce que si tu as la chance de ressortir sur les bonnes requêtes au bon moment, bah, tu as vraiment beaucoup de clics sur tes liens affiliés. Alors, ça transforme moins qu'un trafic qualifié à l'ancienne que tu as, on va dire, des gens qui viennent de Google, où là, vraiment, tu as des gens intéressés, tu as quand même beaucoup de touristes. Je ferai le parallèle un petit peu avec TikTok. C'est-à-dire que pour moi, TikTok, tu as énormément de trafic, mais il est extrêmement peu qualifié. Sur Google, tu en as peut-être beaucoup moins, mais il est très qualifié. Et Discover, il y a un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que tu reçois énormément de visites. Ce trafic n'est pas forcément ultra qualifié, mais ça marche quand même. Tu fais quand même des ventes, tu récoltes des mails, tout ce genre de choses. Donc c'est une piste qui vaut le coup d'être explorée. Modulo, par contre, qu'on soit constant et motivé. Ouais, grave. Ok, rien. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour de tous les bullet points qu'on avait. On a été bavard quand même, hein. Pas loin de 40 minutes, là, on n'a pas rigolé. Ouais. Là, c'est la moitié d'un film. Mais... si vous n'êtes pas endormi et que vous êtes toujours avec nous. Bon, ok. Bah écoutez, pour moi, c'est bon. Adrien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Bah ouais, si vous avez besoin de liens, vous regardez dans la description. Hein. On fait des offres limitées, avec Ecomlinks, voilà. Donc comme on l'a dit, hein, aujourd'hui il faut en avoir. Hein. On ne sait pas exactement lesquels poussent plus ou moins, mais voilà, on vous propose des offres en illimité avec des tarifs qui sont quand même assez violents. On vous met ça dans la description, allez jeter un œil, et puis si vous voulez plus d'infos, vous nous envoyez un petit mail, quelque chose, et puis voilà. Ouais. Ok, bah écoutez. Merci à tous pour votre écoute. Adrien, merci. Je t'en prie. Ouais, bonne journée, allez, à bientôt. Hein. À bientôt, ciao. Ciao. Tac.